Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur la taxonomie européenne, cet outil pour permettre ensuite de décider des investissements que l'on peut réaliser dans une stratégie d'investissement responsable. Cet outil est-il toujours fiable? Cet outil va-t-il rester fiable alors que 4 nouveaux volets ont été soumis à consultation pour cette taxonomie verte européenne et que se pose également la question de l'entrée de l'aviation dans la taxonomie européenne. C'est une question que nous aborderons dans un instant avec Kim Nguyen, le président de Kermit. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré lui à l'investissement en SCPI. L'investissement en SCPI doit-il inquiéter face au contexte du marché immobilier actuel, en lien notamment avec des coûts de financement plus élevés? On a pu constater et même commenter dans Smart Patrimoine il y a quelques jours les difficultés du marché immobilier de bureaux, mais aussi du marché immobilier résidentiel. Nous en parlerons donc dans un instant de l'investissement en SCPI avec Jérémy Chor, directeur commercial de Prime Alliance, mais aussi avec Antoine Depigny, directeur du développement de Primonial Reim. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable aux responsables de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment utiliser la taxonomie européenne dans une stratégie d'investissement responsable et également tenter, ou en tout cas se poser la question vis-à-vis de la fiabilité de cet outil qu'est la taxonomie européenne. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kim Nguyen. Bonjour Kim Nguyen. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Kermit. Si je pose la question de la fiabilité de la taxonomie européenne, c'est parce que depuis une semaine, depuis le 3 mai dernier, s'est terminée la consultation sur les 4 volets suivants de la taxonomie européenne. On rappelle que la taxonomie verte européenne, c'est 6 volets, 2 qui avaient déjà été votés, 4 qui étaient toujours en attente, qui ont été soumis à consultation. Et lors de cette nouvelle consultation, est aussi arrivée sur la table la possibilité de faire entrer l'aviation comme activité pouvant recevoir des financements qui s'adresseraient donc à l'investissement socialement responsable, puisque ce serait référencé dans la taxonomie européenne. Et c'est là où ça pose question pour un certain nombre d'acteurs de la finance responsable sur la fiabilité de l'outil. Avant de commenter cela, on va peut-être redéfinir ce à quoi sert la taxonomie européenne pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien. C'est un référentiel qui va permettre de déterminer si oui ou non on peut investir dans telle ou telle activité si l'on veut suivre une stratégie d'investissement responsable. Voilà, l'idée au départ de la Commission européenne, il faut revenir en 2018, c'est dans le cadre du pacte vert, c'est de dire qu'il faut qu'on s'engage sur des activités qui soient neutre carbone objectif 2050, parce que c'est l'objectif chapeau de la Commission européenne. Derrière ça, il va falloir qu'on détermine les activités dont on considère qu'elles contribuent ou qu'elles sont favorables ou qu'elles aident d'une manière ou d'une autre à tout ce système-là. Et donc là, la Commission européenne, effectivement, s'est dit il va falloir qu'on fasse un classement, une liste, une taxinomie d'ailleurs. En anglais, en français, pardon. Voilà, oui. On en parlait tout à l'heure, taxinomie, mais on dit taxonomie, maintenant c'est le terme accepté. Donc une liste d'activités qui couvre un certain nombre de secteurs d'activité de l'économie, 7 en fait en gros, et on va couvrir tous ces secteurs et on va dire les activités qui sont éligibles à la taxonomie. L'idée étant que, étant fléchées ou labellisées comme des activités vertes, elles vont pouvoir recevoir plus facilement des flux d'investissement. Et l'idée étant au final, comme toute l'idée du pacte vert, d'essayer d'orienter massivement les flux de finances vers ces secteurs-là spécifiquement pour financer toutes les problématiques de lutte contre le climat, adaptation au changement climatique. Et une taxonomie qui venait répondre à un problème qui était qu'il y avait autant de stratégies d'investissement responsable que d'acteurs en matière d'investissement responsable. Là, on crée un référentiel commun. Tout à fait, vous avez mis le doigt dessus, c'est un des gros enjeux de la finance responsable, c'est la définition. On le voit aux États-Unis où effectivement on est dans une approche complètement différente où rien n'a été défini, tout le monde définit ce qu'il veut. Et là, l'Europe a dit non, on va dire voilà les activités qui sont vertes selon nous, qui sont durables selon nous. Alors c'est un chantier gigantesque, il n'y a quasiment aucun chantier d'une ampleur comme ça avec des flux de l'importance et avec les enjeux que ça porte derrière. Donc c'est très très important. Et il y a eu un travail tout au début qui a été fait par un groupe d'experts. Maintenant il y a une plateforme qui a pris le relais, qui propose ensuite à la Commission un certain nombre de choix et de secteurs. Et donc ça a balayé, ça c'est venu à... La première partie a été faite en 2020, et comme vous l'avez dit, on avait identifié 6
piliers majeurs qui soutenaient cette taxonomie verte, puisque c'est environnemental. Donc il y avait l'adaptation au changement climatique, le changement climatique, la préservation des environnements de l'eau et des environnements marins, la restauration de la biodiversité, l'économie circulaire, voilà, et la lutte contre la pollution. Donc ça, c'est tous les secteurs qui ont été identifiés. Et donc pour l'instant, on n'avait eu que les deux premiers qui étaient les plus urgents sur le climat, clairement, l'adaptation au climat et le changement climatique. Et qui avaient déjà créé un certain nombre de discussions autour de l'entrée ou non du nucléaire dans la taxonomie européenne. La liste des premiers secteurs était sortie en 2021 et effectivement, il n'y avait pas le nucléaire et le gaz, donc ce qui avait posé problème. Il ne faut pas oublier qu'on est 27 pays autour de la table avec tous des enjeux très très différents. Et donc effectivement, il y avait eu une activité de lobby assez intense derrière, d'aller au retour, je pense, à la Commission. Et du coup, en 2022, on est revenu là-dessus. On avait déjà élargi la taxonomie en incluant le nucléaire et le gaz dans des activités qui sont dites transitoires sous le pilier de l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire c'est des activités où pour l'instant, on ne peut pas faire autrement que de les utiliser, qui sont plutôt relativement bas carbone, même si on ne maîtrise pas tous les outils scientifiques. On dit, voilà, plutôt aujourd'hui, on n'a pas tellement de choix, notamment avec la guerre en Ukraine qui a changé un petit peu la donne. Et alors pourquoi, Kim Nguyen, est-ce que le sujet de l'aviation revient sur la table aujourd'hui pour faire peut-être son entrée au sein de la taxonomie européenne? Alors il n'y a pas que le sujet de l'aviation, il y a d'autres sujets comme les bateaux aussi, les bateaux lourds, des choses comme ça qui tapent à la porte. Pourquoi? Parce que la promesse d'être une activité verte, si vous voulez, ou la perspective d'être une activité verte, en tout cas, c'est la promesse de financement plutôt à bas coût, puisque vous attirez facilement des capitaux. On sait qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'industrie est en train de basculer vers cette finance verte, vers cette finance ESG. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous êtes identifié comme étant un candidat possible à un label vert et à cette étiquette verte, tout de suite, vous avez accès à des financements qui sont beaucoup plus intéressants. Oui. Et donc, ce qui met en avant ces secteurs, notamment l'aviation, de dire oui, mais nous, il faut qu'on fasse notre transition, notamment vers les fameux moteurs hyper efficaces, avec les nouveaux fuels qu'on va avoir demain. Bien sûr, avec des biocarburants, peut-être. Hydrogène, je sais pas, il va falloir. Et tout ça, ça se finance. Et pour financer, on va avoir besoin d'argent. Donc il faut que vous nous identifiez comme une activité verte. Donc ce que dit le secteur de l'aviation, c'est ne nous mettez pas de côté vis-à-vis des financements. Au contraire, aidez-nous à financer notre transition. Voilà. Ça, c'est le côté de ces industries-là qui ont fait lobby pour être inclus, comme les bateaux, comme l'aviation. Et à l'inverse, vous avez des gens qui défendent la position d'une taxonomie positive et exclusive et ambitieuse. À partir du moment où on élargit trop les bornes, si vous voulez, il va aller mieux partir dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt on exclut plutôt telle ou telle activité, plutôt que de dire voilà, ça c'est des activités vertes et on met tout dedans. Avec le risque de dire on crée un référentiel de financement vert entre guillemets, mais finalement si on finance tout le monde, qu'est-ce que ça change par rapport à une finance non verte? Exactement, c'est exactement là où on en est aujourd'hui, d'où les cris en disant attention, il y a des débats techniques de toute façon à avoir, puisqu'on peut pas rentrer dans le débat sur les avions, mais il y a des normes techniques pour être accepté comme une activité verte. Et aujourd'hui, les normes sont relativement basses pour l'aviation, on trouve. Donc déjà, il y a tout un débat là-dessus. Mais la vraie question, c'est la question de cet outil qu'on a mis en place qui dit, voilà, nous, on identifie les activités vertes et dedans, finalement, on met tout. Donc quel est l'intérêt à ce moment-là? Quelle est l'ambition? Quel est l'intérêt? Donc je crois que c'est la question des détracteurs par rapport à cette entrée d'activités comme l'aviation qui disent, oui, mais attention, on est en train de perdre le fil. Déjà, avec le nucléaire et le gaz, on l'avait un petit peu perdu. Là, complètement, on est en train de décrédibiliser un outil qui aurait pu être un outil fort. Et c'est un petit peu dommage. Il faut voir que ça nous concerne tous. Pourquoi? Parce que ça a l'air large, ça a l'air théorique tout ça, mais à la fin du fin, ça arrive chez nous, investisseurs particuliers, puisque depuis le début de l'année, il faut se rappeler que nos banques, nos conseillers de gestion de patrimoine doivent nous demander le pourcentage de taxonomie, d'activité taxonomique qu'on veut dans nos portefeuilles. Bien sûr. Donc c'est une question qui est concrète, qu'on doit nous poser et à laquelle on doit répondre. Et alors là, on a d'autres problèmes. C'est pour vous dire l'ampleur du chantier, c'est que déjà, il faut que nous, on comprenne ce que c'est, ce qui n'est pas toujours évident. Alors que ça n'est pas finalisé, puisqu'on rappelle qu'il n'y a que finalement deux volets sur 6 qui ont été votés. Et d'ailleurs, on est en train de potentiellement revoir ces 2 premiers volets. C'est le sujet de l'aviation concerne ces 2 premiers volets. Et en plus, deuxième volet, c'est qu'on n'a pas les données. Parce qu'il va falloir que les entreprises nous fournissent ces données, puisqu'au bout du bout, vous avez des entreprises qui vont dire nous, on est alignés de temps en temps. Il faut qu'elles soient fournies par les entreprises, il faut qu'elles soient contrôlées, il faut qu'elles soient publiées. Donc là encore, un vaste chantier qui n'est pas terminé, qui a pris du retard, qui vient après d'autres chantiers de la finance. Donc du coup, on arrive un peu en ordre dispersé, puisque les sociétés de gestion avaient déjà pour obligation de reporter sur la taxonomie, mais ils n'avaient pas les données qui seront publiées que l'année d'après. Donc pour tout ça a été fait un peu dans le désordre, mais on y arrive. C'est un chantier d'une ampleur honnêtement assez gigantesque et qui est loin d'être terminé. Et on peut ensuite évoquer aussi un autre chantier qui devait venir s'ajouter, qui aurait déjà dû commencer, qui est la taxonomie sociale. Bien sûr. Là, on n'est que sur du vert, mais
quid de On rappelle que ESG, c'est environnement, social et gouvernance, que la taxonomie était censée y correspondre, et là, on n'est que sur la taxonomie verte, pour le coup. Le social devait intervenir. Alors, la gouvernance intervient à un autre niveau dans l'alignement des activités, puisqu'on doit regarder que les entreprises respectent les droits de l'homme, etc. Donc ça fait partie des choses. Mais le social, on pourrait avoir une taxonomie entière là-dessus. Malheureusement, là, autant sur la partie verte, on avait déjà des débuts de classification. Les 27 pays avaient une idée en arrivant à la table de ce qu'on voulait faire. Autant sur le social, je crois qu'on est encore très loin en arrière, puisque les 27 pays européens avec des normes sociales et des enjeux sociaux très différents, je crois qu'on n'y est pas encore. Mais c'est pour vous dire l'ampleur du sujet. Et il faut voir qu'en Europe, on n'a pas fini, mais en Europe, on est très en avance. Parce que quand vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays comme les États-Unis, on est effectivement très en avance sur le sujet. Et ça reste c'est un chantier gigantesque. Concrètement, sur les 4 nouveaux volets qui ont été soumis à consultation, donc la consultation est à présent terminée, est-ce que ça veut dire que ces 4 nouveaux volets de la taxonomie européenne vont être efficients, entrer en application prochainement, Kim Nguyen, ou est-ce qu'il reste encore un processus à suivre avant d'avoir une taxonomie verte complète qu'on pourra utiliser ? Non, ça ne sera pas définitif pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que de toute façon, là, il faut que la Commission se prononce. C'était une consultation et la Commission a été très claire sur le fait qu'ils vont regarder. Pour l'instant, tout est sur la table, donc rien n'est encore fermé. L'hypothèse de l'aviation dont on parle, c'est une hyphypothèse. C'était un début de discussion, quelque part. Même la plateforme qui, au départ, a fait les propositions sur l'aviation est revenue en disant les critères, finalement, dans les textes définitifs, ne vont pas non plus. On voudrait qu'on revoie. Donc, il y a encore beaucoup de choses sur la table. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la taxonomie a quand même pour vocation d'être un outil un petit peu évolutif. Je dis pas, il ne faut pas que ça change tous les jours, mais clairement dans le temps ça va changer. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses comme les activités d'adaptation qui vont bouger dans le temps. Ça ne va pas toujours être la même chose. Les activités transitoires, par définition, elles sont transitoires, donc elles vont bouger. Donc la taxonomie a vocation à bouger. Et on l'a vu avec l'inclusion du nucléaire qu'on a refait un an après avoir publié les 2 premiers volets, que de toute façon tout est ouvert à changement au fur et à mesure du temps. Les circonstances changent, donc tout peut être ouvert à changement. Ça peut être ouvert dans les changements dans les 2 sens ? C'est-à-dire que là, on fait rentrer de nouvelles activités qui n'étaient pas prévues au départ. On pourra en faire sortir demain, c'est possible aussi, juridiquement ? J'imagine, oui. Ça, pour l'instant, c'est pas le débat, parce qu'on n'arrive même pas à la finir. Donc on va pas bien sûr, les activités. Mais je pense que oui, ça pourrait être tout à fait envisageable. Ce qui est important de voir, c'est que c'est vraiment un socle de base pour tout, pour les sociétés de gestion, pour les entreprises et pour les États aussi, puisque ça va servir à faire des réglementations. Demain, on pourra taxer les produits qui vont pas dans les bonnes activités. On pourra aussi l'utiliser pour définir les normes pour les fameux green bonds. Bien sûr. Investissent dans certaines activités pour être vraiment vert. Il va falloir investir dans les activités de taxonomie. Voilà, donc c'est un socle qui va servir à énormément de choses. Et puis pour le particulier à la fin, puisque le particulier va pouvoir dire voilà, moi je sais exactement aujourd'hui en pourcentage des activités vertes telles qu'elles sont définies par l'Union européenne, combien j'ai de mon portefeuille. Et donc ça va être vraiment des outils importants. Et puis pour les labels aussi, puisque le label français est en rénovation et on va s'appuyer aussi clairement sur ces travaux-là. Tout découle de là. Merci beaucoup Kim Nguyen d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, décrypter un petit peu avec nous ces sujets autour de la taxonomie européenne qui ne sont pas toujours évidents à comprendre pour l'investisseur particulier. Je rappelle que vous êtes le président de Kermit. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre en détail l'investissement en SCPI dans le contexte de marché actuel. Pour en parler, nous avons le plaisir d'être accompagnés par 2 experts sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous sommes tout d'abord avec Antoine Depigny. Bonjour Antoine Depigny. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur du développement chez Primonial Reim. Nous avons le plaisir d'être accompagnés également par Jérémy Chor. Bonjour Jérémy Chor. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur commercial chez Primalliance. Nous avons le plaisir également d'être accompagnés par des bruits de perceuse que vous devez peut-être un petit peu entendre là où vous nous écoutez. On va commencer avec vous, Antoine Depigny. Tout le sujet de cette émission, c'est d'essayer de comprendre l'investissement en SCPI d'un côté, SCPI qui sont investis en immobilier, face au contexte du marché de l'immobilier qui, lui, commence à montrer certains signes de tension, voire même certains signes d'inquiétude selon certains experts. On va commencer par l'investissement en SCPI. Si on regarde l'année 2022 et début 2023, pour l'instant, tout va bien en matière de collecte ou de distribution. Ouais, exactement. En fait, aujourd'hui, on est à des niveaux de collecte sur 2023 qui sont sensiblement les mêmes
que ceux de 2022, qui était même une année, qui était quand même une année assez extraordinaire, notamment en première partie d'année. D'accord. Si on regarde vraiment juste les chiffres, aujourd'hui on est, et je pense que c'est le cas sur la plupart des grandes sociétés de gestion, on est à des niveaux de collecte qui sont très rassurants. Et très rassurants pourquoi ? Parce que ça permet de donner un signe plutôt de bonne santé et en tout cas de confiance des investisseurs dans cette Donc les investisseurs continuent à investir en SCPI en 2023 au détriment d'autres actifs, de la même manière que les années précédentes. Comment est-ce qu'on arrive à évaluer l'appétence pour les SCPI en début d'année ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à un contexte économique qui est légèrement différent de celui de l'année dernière. Bien Notamment, on a la concurrence d'un certain nombre d'autres produits, les produits de taux, des produits garantis, même le livret A, pourquoi pas, qui font qu'on a une compétition, une concurrence un petit peu exacerbée. D'accord. Mais on reste aujourd'hui, en tout cas sur la première partie d'année, véritablement confronté à un peu ce qui fait l'essence de l'investissement en SCPI, la valeur refuge, le fait qu'on est sur un investissement long terme. Et ça, pour l'instant, les investisseurs continuent à se reconnaître dans cet investissement, même si, et je pense qu'on pourra y revenir, même si finalement les menaces ou en tout cas les difficultés, notamment en termes de financement, vont probablement avoir des conséquences minimes, probablement, sur la deuxième partie d'année. Jérémy Chor, vous faites le même constat en matière d'investissement, d'appétence pour les SCPI en ce début d'année 2023 ? Oui, on se rend compte effectivement que la demande de la part des épargnants reste très soutenue. Comme le disait Antoine, on a aujourd'hui de la concurrence de la part d'autres classes d'actifs, puisque aujourd'hui on peut avoir des fonds euro boostés qui vont rapporter 4%, le livret A qui est passé à 3%. Donc on aurait pu s'attendre à une demande en baisse de manière assez importante sur les SCPI, mais le marché a reculé que de 10% en 2023 par rapport à 2022, qui était une année historique, puisque 2022 c'est plus de 10 milliards d'euros de collecte sur la SCPI. Donc on a cette demande qui reste très forte. Pourquoi ? Parce que la SCPI répond à une demande long terme. On a souvent recours à la SCPI pour préparer sa retraite, pour créer des compléments de revenus, pour se constituer un patrimoine. Avec une durée de détention, alors on n'a pas de chiffre exact, mais plus d'une 20 ans en moyenne, c'est ça ? On dit sur le marché... On en parlait juste avant l'émission, vous étiez à 22, 23 ans, c'est ça ? 22 ans, a priori, la moyenne de durée de détention pour les SCPI, ce qui est 2 fois plus important que pour un bien immobilier en direct. D'accord. Tout simplement parce qu'on n'a pas de contraintes de gestion, on n'a pas de soucis avec les locataires, on n'a pas de travaux, tout est géré par la société de gestion. Du coup, la question, quand on parle d'investissement résidentiel, Antoine Depigny, on entend très régulièrement qu'effectivement le coût du financement plus élevé aujourd'hui a une incidence effectivement sur la valorisation des biens, voire même sur la capacité à les acheter. Quand on regarde l'immobilier de bureau, le constat est le même. On parle d'attentisme depuis le début de l'année sur les acquisitions. Est-ce que cela doit inquiéter, alerter un investisseur en SCPI ? Alors, c'est vrai que le marché immobilier est aujourd'hui assez différent de ce qu'il était il y a 6 mois. Ce qu'on constate, c'est que le montant des investissements en immobilier, notamment en immobilier de bureau, s'est vraiment arrêté, c'est vraiment figé depuis 6 mois. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est inquiétant. Mais effectivement, le marché évolue et aujourd'hui, les grands acteurs institutionnels, dont les gestionnaires de SCPI, sont plutôt attentistes, attendent finalement que le marché probablement corrige un peu ou en tout cas se reconfigure avant de réinvestir. Donc il faut vraiment regarder ce que font et quelle est la politique des sociétés de gestion. Aujourd'hui, en fonction des classes d'actifs, on a des politiques qui peuvent être assez différentes, plutôt attentistes sur le bureau, probablement déjà assez opportunistes sur le commerce qui a pas mal corrigé ces dernières années, qui est probablement arrivé à un floor. Et sur le résidentiel, c'est l'Arlésienne. Sur le résidentiel, on attend également probablement qu'un certain nombre, soit de décisions politiques, soit que le marché peut-être corrige un petit peu. Et surtout que sur le résidentiel, il y a le sujet du neuf ou de l'ancien. Le neuf, pour le coup, est complètement à l'arrêt aujourd'hui. Le neuf est à l'arrêt, il est à l'arrêt probablement pour plusieurs années, puisque quand on lance un programme, on sait que ça va durer 2-3 ans. Et donc on a effectivement cette pression sur le neuf qui va probablement, de façon contre-intuitive, rejaillir sur l'ancien et probablement rebooster un petit peu l'ancien, qui, par ailleurs, a un certain nombre de difficultés, notamment avec les DPE, etc. Donc on est dans un marché aujourd'hui qui est quand même assez attentif d'un point de vue immobilier. De l'autre côté, on a de la collecte toujours, et donc on a une politique de gestion en fonction des sociétés de gestion qui va être d'allouer correctement cette collecte en fonction des classes d'actifs. Du coup, on va continuer avec vous, Jérémy Chor. Donc du coup, une période d'adaptation finalement à un nouveau contexte de financement des projets.
sur une durée de 6 mois, qui peut ensuite, 6 mois constatés, après ça peut ensuite aller jusqu'à un an et demi, ça l'avenir nous le dira. Face à un investissement d'une vingtaine d'années, même question, est-ce que ça peut inquiéter, est-ce que ça peut alerter, est-ce que ça peut repousser certains projets, ou est-ce qu'au contraire, l'investissement très long terme face à des difficultés court terme ne se rencontre pas dans la temporalité? Alors, je pense que c'est tout à fait logique aujourd'hui de se poser des questions sur l'investissement immobilier. Maintenant, en effet, vous l'avez dit, c'est un investissement qui est prévu pour du long terme. On a une période aujourd'hui qui est un petit peu délicate, mais qui peut représenter aussi des opportunités pour les SCPI ou les sociétés de gestion ou les investisseurs les plus opportunistes. Il y a certains marchés qui ont déjà corrigé. Donc on se rend compte qu'effectivement la collecte étant assez importante, ça permet à ces sociétés de gestion qui arrivent sur un marché d'investisseurs où il y a moins de concurrence, puisque on a enlevé toute la concurrence des investisseurs qui arrivaient avec de la dette. Aujourd'hui, la société de gestion qui arrive généralement full cash a de la collecte à investir et peut mieux négocier les prix à l'acquisition. Et donc, on va acheter avec des rendements plus élevés aujourd'hui qu'il y a 6 mois ou il y a un an. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu moins de nouvelles opportunités. Un peu moins de monde sur le marché, un peu moins de concurrence pour les gestionnaires. Exactement, moins d'acheteurs et des acheteurs qui ont du cash à investir et qui peuvent donc bien négocier les prix pour aller chercher des rendements plus élevés. Mais alors, du coup, si je prends par exemple l'exemple de l'immobilier de bureau qu'on a traité il y a quelques jours dans Smart Patrimoine, qu'est-ce qu'on achète aujourd'hui quand on est gestionnaire de SCPI, sachant qu'on est face à des biens qui se vendent pas ou se vendent moins qu'il y a quelques années, parce que justement, on attend de savoir à quoi va ressembler peut-être le bureau de demain et à quel prix il va falloir bien l'acheter. Eh ben, on guette l'opportunité du vendeur qui est obligé de vendre. D'accord, oui, c'est ça. Celui qui est obligé de baisser son prix. Exactement. Il y a des exemples. Un immeuble qui se négociait à 82 millions d'euros au mois de juin l'année dernière, finalement, est parti à 71 millions 6 mois après. Parce que le vendeur était vraiment obligé de vendre. Et donc là, la société de gestion qui a fait cette acquisition a réalisé une très belle opération. Et donc, ça va générer un rendement relativement important pour l'épargnant qui aura investi dans cette SCPI. Antoine Depigny, si on se pose la question de la stratégie de gestion, quand on est gestionnaire de SCPI dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on investit la collecte des épargnants et on continue à acheter, on cherche les opportunités, comme nous le disait Jérémy Chor, en espérant qu'il y en ait suffisamment, ou est-ce qu'on remet peut-être en question effectivement l'état de ces bâtiments vis-à-vis du DPE ou autre, et on se dit que c'est le moment d'effectuer des travaux? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est anticipé par des sociétés de gestion en SCPI. Non, mais c'est exactement ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 3 choses à faire. C'est soit investir sur des classes d'actifs qui sont toujours porteurs de performance, et donc c'est plutôt les classes d'actifs qu'on appelle alternatives, la santé, l'éducation, la logistique, le résidentiel, pourquoi pas. Ouais. Soit sur son patrimoine, on fait 2 choses. D'abord, on essaye de se déleverager un peu, donc on rembourse un petit peu de dette, puisque cette dette aujourd'hui et dans le futur coûte plus cher qu'elle ne coûtait avant. Donc c'est plutôt de bonne gestion d'aller rembourser de la dette. Et effectivement, on fait des travaux sur son patrimoine, notamment sur les classes d'actifs qui, a priori, en ont le plus besoin, comme l'immobilier de bureau. Parce que vous le disiez tout à l'heure, l'immobilier, le bureau de demain, en fait, on le connaît. Le bureau de demain, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce que les locataires souhaitent et on sait ce qu'il faut réaliser. Et donc, on peut proactivement aller travailler sur nos actifs. Encore faut-il avoir le bon emplacement, puisqu'il y a certains emplacements, on l'entend régulièrement, qui vont avoir du mal, pour le coup, eux, à remonter la pente. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché, effectivement, la demande locative, elle s'est beaucoup recentrée sur les localisations les plus premium et elle délaisse un petit peu les localisations un peu plus périphériques. Et donc ça, c'est un mouvement qu'on constate. Dans le centre de Paris, par exemple, on voit des loyers qui dépassent allègrement les 1 000 euros du mètre. 1 000 euros du mètre, c'est vraiment stratosphérique. Avant, on voyait ça 1 fois, 2 fois par an. Aujourd'hui, c'est quasiment tous les mois. Donc c'est assez contre-intuitif, mais il y a un vrai recentrage sur la localisation et sur le côté premium, et évidemment compatible avec les normes ESG, et ce qui est maintenant presque un prérequis absolu pour l'immobilier de bureau. Donc si on veut faire sa sélection de SCPI en matière d'immobilier de bureau, on va regarder jusqu'à l'adresse des biens détenus, c'est ça? C'est ce qu'il faudrait faire. Quand on achète de l'immobilier, il faut vraiment regarder la localisation. Le locataire, ça reste très important, puisque c'est vraiment le lien entre les deux. Et puis la qualité du bâtiment, parce que c'est cette qualité qui permettra de trouver d'autres locataires et d'avoir du flux pour les 22 prochaines années. Jérémy Chor, question ouverte. Je vous ai orienté sur le bureau tout à l'heure. Si je vous pose la question de manière différente, est-ce qu'il existe des classes d'actifs, des thématiques porteuses pour les SCPI en ce moment qui sortiraient un petit peu du contexte que connaissent le résidentiel ou le bureau? Alors,
Nous, on aime bien conseiller à nos clients de diversifier. On ne misera pas tout l'argent d'un de nos clients sur une seule classe d'actifs parce que je pense qu'on a des cycles parfois différents selon les classes d'actifs, selon les secteurs géographiques et donc on aime bien faire des diversifications et proposer à nos clients des allocations qui vont contenir plusieurs SCPI de manière à investir sur plusieurs classes d'actifs et sur plusieurs secteurs géographiques. Néanmoins, aujourd'hui, c'est vrai que, comme le disait Antoine, il y a des thématiques qui sont porteuses, comme la santé, par exemple, et on le constate par la demande qui est de plus en plus importante sur cette classe d'actifs-là. La santé, pardon, si on fait un petit historique, depuis 2020, ça reste une thématique porteuse, pour le coup. Ça n'a pas connu de haut et de bas, de variations, comme d'autres classes d'actifs ont pu les connaître. Non, tout à fait, mais bien avant, puisque Antoine travaille pour une société de gestion qui a lancé une SCPI en 2012, si je ne me trompe pas. 10 ans. Et qui était déjà sur cette thématique de l'éducation et de la santé et qui se porte très bien depuis, mais c'est vrai que le Covid a accéléré la demande sur les actifs de santé. Maintenant, il y a des actifs aujourd'hui qui, à mon avis, ne sont pas assez exploités, comme l'hôtellerie par exemple. Parce que l'hôtellerie, c'est qui a bien rebondi en 2022 pour le coup. Qui a très bien rebondi, qui a eu la meilleure performance globale de l'immobilier parmi les autres classes d'actifs en 2022. Et pour autant, nos épargnants ont encore du mal à aller sur ces classes d'actifs, comme le commerce, comme l'hôtellerie, parce que effectivement, c'est des classes d'actifs qui ont souffert pendant la période Covid, qui ont corrigé, mais qui pour autant ont quand même servi des rendements, alors que tout était fermé pendant des mois en France. Elles ont quand même servi des rendements relativement corrects. Et aujourd'hui, je pense que ce serait pas inintéressant de se positionner sur ces classes d'actifs-là. Un autre sujet d'alerte ou d'inquiétude, ou en tout cas de questionnement sur l'investissement SCPI face au marché immobilier, même si on a compris que effectivement l'investissement SCPI est une chose, le marché immobilier en est une autre. Jérémy Schor, est-ce qu'il faut avoir des questionnements ou des inquiétudes sur la liquidité de ces parts de SCPI dans le contexte attentiste actuel ? Aujourd'hui, il n'y a aucun sujet de liquidité sur le marché de la SCPI. On est sur un taux de rotation sur le premier trimestre de 0,47% à peu près. Il y a 433 millions d'euros de parts qui se sont échangées au premier trimestre sur une capitalisation de 91,7 milliards. Il y a de manière historique sur le marché de la SCPI, puisque ça existe depuis le milieu des années 60, donc depuis plus de 50 ans, presque 60 ans d'ailleurs. Donc forcément, il y a de la rotation parce qu'il y a des successions, il y a des épargnants qui ont acheté il y a des dizaines d'années, qui sont décédés et dont les héritiers ne savent pas quoi faire de ces parts, donc ils vont les revendre. Donc les sociétés de gestion n'ont pas aujourd'hui d'augmentation de la demande de retrait due au contexte ou à la situation économique, mais c'est plutôt des choses naturelles. On va dire l'évolution du parcours de vie de l'épargnant. On est sur un taux de rotation qui est identique à celui de l'année dernière, identique à celui de l'année d'avant. C'est vraiment très très stable. Il y a peut-être une ou deux SCPI qui ont souffert pendant la période Covid parce qu'elles ont eu, à tort à mon avis, beaucoup de demandes de retrait. Mouvement de panique peut-être, et donc les épargnants se sont dit oulala, le commerce ou l'hôtellerie, il faut que je sorte absolument, mais aujourd'hui il n'y a pas de crainte à avoir sur la liquidité. On arrive très bien à sortir de ces SCPI. Dans la plupart des cas, il y a une ou deux exceptions sur le marché. Antoine Depigny, rapidement sur la liquidité également. Oui, en fait, le juge de paix, c'est la collecte. Donc, dans les SCPI à capital variable, tant qu'on a de la collecte, on a de la liquidité. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on a toujours de la collecte sur les SCPI. Donc tant qu'on a cette collecte, on n'aura pas de sujet de liquidité. Et on ne pressent pas, en tout cas, de sujet majeur, si ce n'est le fait d'en parler finirait par faire arriver les choses. Mais en tout cas, il n'y a pas de fondamentaux économiques majeurs. Oui, effectivement, les prix de l'immobilier au sens large baissent, mais on l'a vu, il y a des exceptions, il y a des sous-cas particuliers qui font finalement le prix des parts de SCPI aujourd'hui est stable. Et donc, c'est quand même effectivement une sorte de havre de paix sur cette partie immobilière. Et donc, ça soutient évidemment la collecte des SCPI. Donc aujourd'hui, effectivement, pas de sujet. Et même si on a certaines SCPI avec des sujets, il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent quand même de récupérer de la liquidité. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci Antoine Depigny, directeur du développement chez Primonial REIM. Merci Jérémy Schor, directeur commercial de Prime Alliance. Merci à vous également de nous avoir suivis. Toutes nos excuses pour les bruits de travaux si vous les avez entendus. Et à très vite sur Bismart.